Merci André, je suis très heureux d'être ici parce que Christian l'a pas dit, mais après tout, l'inventeur de Oui la Bretagne, c'est moi. J'ai proposé cette plateforme au MBP et à l'UDB qui l'ont acceptée, avec l'idée qu'il y avait évidemment cette notion d'écologie importante, que l'on dit souvent, on ne peut pas être régionaliste, je crois, sans être écologiste, et on ne peut pas être écologiste sans être régionaliste. Donc il y a une plateforme à créer avec un pôle probablement, Christian l'a dit, un pôle écologique fort mais régionaliste. Donc je vais intervenir sur l'urgence climatique, donc c'est un thème en 8 minutes évidemment qui ne va pas faire le tour de la question, mais il faut que nous ayons en perspective l'idée que très probablement le réchauffement climatique sera une réalité. Je crois que Jean Jouzel va intervenir ici dans cette assemblée ou prochainement. Mais on sait déjà que l'ensemble du CO2, des gaz à effet de serre, etc., ne sont pas encore arrivés, si vous voulez, dans la stratosphère, et que les difficultés vont être là. Ce qui veut dire que le dictateur, ça va être le climat, qui va imposer ses points de vue, avec lesquels on ne va pas vraiment pouvoir discuter. Et à ce moment-là, face à ces situations-là, nous nous retrouvons avec des conflits importants, des conflits climatiques, et une nécessité absolue de survie, je dirais, des territoires, de Bretagne singulièrement, à résister ou à s'adapter en tout cas à des situations difficiles. Il est certain par exemple qu'un réchauffement climatique ou une grosse tempête n'auront pas les mêmes effets à Saint-Malo qu'à Carhaix ou encore qu'à Montrouet. Et donc cette notion d'adaptabilité des populations est quelque chose qui peut paraître anxiogène, qui est anxiogène, mais qui peut être aussi une source autre de dynamisme au niveau de nos territoires. Je vais prendre un exemple très concret dans ma petite commune. Il y a beaucoup d'ateliers citoyens, etc. Et il y a une personne qui dit, mais pour manger, je suis obligé d'aller faire mes courses. Oui, une grande réflexion à nouveau. Il y a un autre qui dit, bah oui, mais s'il y a quelque chose, une catastrophe climatique, une catastrophe sociale, je ne peux plus aller faire mes courses. Et comment je fais pour nourrir ma famille? Et puis il y a un quatrième, une troisième qui dit, oui, mais on ne sait plus faire nos potagers, on ne sait plus faire nos... On a des potagers, y compris partagés dans la commune, on ne sait pas les cultiver, on ne sait pas comment faire pousser nos carottes, on ne sait pas comment faire pousser nos pommes de terre, et dès qu'on essaye de faire quelque chose, d'ailleurs on n'a pas le temps, mais dès qu'on essaye de faire quelque chose, il y a les limaces qui viennent bouffer tout ça, c'est une catastrophe. Donc on s'aperçoit, si vous voulez, d'une dépendance à autre chose qu'à notre territoire. Et ça crée des dynamiques extrêmement intéressantes qui pourraient être anxiogènes, qui ne le sont pas. C'est l'entraide que peuvent avoir les gens sur les jardins partagés, sur 5 habitants qui partent en formation permaculture financée par la commune, et bientôt un tiers-lieu du potager et de la frugalité partagée qui va être installé dans la commune et qui va célébrer des savoir-faire anciens et nouveaux en agriculture, en démocratie et également en différentes pratiques, si vous voulez, de production de produits ménagers par soi-même. Donc il y a une prise de conscience à s'apercevoir que le territoire sera le territoire par lequel les gens vont survivre, mais ce n'est pas uniquement une question de survie, c'est aussi d'inventer d'autres formes de démocratie. Et ces formes de démocratie passent par évidemment des systèmes de coopération, des systèmes d'entraide entre les habitants, des systèmes de liens entre la ville et la campagne qui seront beaucoup plus ténus qu'avant. Parce que vous imaginez bien qu'une ville comme Rennes, avec une crise écologique ou une crise sociale importante, en 3 jours et demi, la faim se fait sentir. Paris, c'est 4 jours. Donc vous pourrez toujours avoir des euros, il vaudra mieux avoir des kalachnikovs pour venir chercher à manger. Donc nous avons une force potentielle, à partir du moment où nous y prenons un peu tôt, nous pouvons essayer de renégocier en définitive le rapport ville-campagne en faisant de la campagne un élément fort de la dynamique régionale. Et nous avons été plusieurs à écrire un certain nombre de choses sur le sujet, avec Jean Olivreau notamment, sur l'avenir urbain de la Bretagne et l'équilibre urbain de la Bretagne, qui a été commencé à être menacé sous le temps de Sarkozy, qui a été achevé de façon terrible avec Hollande, et qui est une impasse dans lequel on se retrouve aujourd'hui et sur laquelle il faut combattre terriblement. Et je rejoins Yvon sur ce qu'il a dit tout à l'heure sur la démocratie, mais rendez-vous compte que la plupart des élus, enfin la totalité des élus intercommunaux aujourd'hui, sont en train de réaliser des schémas Tramvert, Évreux, Scott, PUI,
schéma air ou énergie, etc., qui sont tous pondus par l'État, avec des procédures importantes. Donc qu'est-ce que font les élus? Ils passent leur temps à regarder les PowerPoint qui sont prévus par leurs services ou les bureaux d'études. Parfois, il y a des post-it ou des gommettes pour faire participatif. C'est une démarche extrêmement centralisée, extrêmement pyramidale, dans lequel, et Yvon a raison, dans lequel on joue le jeu. On y va à ces putains de réunions. Donc, moi, je pense que la première décision que nous devrions prendre quand nous serons à la région Bretagne, c'est la suppression des PowerPoint. Deuxième, je peux vous dire que ça va emmerder plein de services, n'ont plus savoir comment faire. La deuxième chose, c'est très certainement, de supprimer le service environnement, développement durable de la région Bretagne. Pourquoi mettre de côté, mettre dans un service ce qui devrait être une politique transversale? Si nous avons réussi des petites choses dans notre commune et notre intercommunalité, c'est parce que nous n'avons pas d'adjoints et d'adjointes au développement durable, puisque toutes les décisions prises par le conseil municipal sont regardées, amendées, modifiées en fonction de cette question du développement durable. Troisième proposition pour avancer dans la transition écologique, c'est de supprimer la démocratie participative. La démocratie participative est extrêmement conservatrice. Parce que quand vous réunissez les gens, même s'il y a un bon animateur, vous ne pourrez pas demander aux gens d'avoir des idées qu'ils n'ont jamais eues, entendu parler. Vous ne pouvez pas inventer des choses dont vous n'avez strictement jamais entendu parler. Donc il faut au contraire fixer un cap extrêmement important et demander le cap. C'est déjà dur à fixer, mais surtout pas la méthode et surtout pas la façon d'y arriver. Donc un cadre sans contenu. Je proposerais volontiers que pour la Bretagne, si vous voulez, nous puissions décider que la Bretagne sera la première région d'Europe sans pesticides. Voilà un cadre très compliqué, mais la façon d'y arriver, si vous voulez, doit embarquer avec nous les industriels, les agriculteurs, les citoyens, pour aider, pour savoir comment, très concrètement, avec beaucoup de débats, Christian l'a dit, ça m'a fait plaisir tout à l'heure, il faut débattre, on adore ça en Bretagne, il faut le faire, et c'est de ces débats que vont trouver les solutions. Mais si les solutions arrivent de la technocratie, qui va nous dire comment il faut vivre, comment il faut penser, comment il faut agir, nous n'y arriverons pas. Donc, supprimer la démocratie participative, qui est une tarte à la crème, en définitive. Je vais vous raconter une histoire de la démocratie participative qui va mettre une fin définitive à la démocratie participative. Vous savez, ça a été introduit par le Parti socialiste et Ségolène Royal dans les élections de 2002, je crois, présidentielles. Et elle avait mis ça sur la table, sa question démocratique, démocratie participative. Et je ne sais pas, si vous vous souvenez de ça, il y avait un panel, si vous voulez, de personnes qui venaient lui poser des questions. Et elle était, c'est José Arthur qui m'a raconté ça, elle était dans les loges, elle attendait, Ségolène Royal, dans les loges avec François Hollande, ils attendaient donc que l'émission démarre. Et tout d'un coup arrive l'une des personnes qui allait participer à l'émission, c'est une personne qui est en fauteuil roulant, je ne sais pas si vous vous souvenez, et qui allait lui poser des questions à Ségolène Royal sur ce qu'elle allait faire pour le handicap, etc. Ségolène Royal voit cette personne arriver en fauteuil roulant, se précipite vers cette personne, lui prend la main, lui embrasse la main, et François Hollande de dire « S'il se remet à marcher, elle gagne l'élection ». On ne va pas lire les questions. Je pense qu'il y aura des questions. Donc la première. Ouais, vas-y. Moi j'ai une idée. Et tu vas vite à la question, s'il te plaît. Oui. Voilà, si on veut sortir de ce système de culture intensive, il y a un seul moyen, c'est le boycott. Vous voyez le prix d'achat des aliments, vous avez là-dedans la subvention, vous avez sécurité sociale et vous avez la dépollution. Ça, c'est des paquets de milliards. Et il y a un autre truc qu'on pourrait faire aussi, comme c'est les banques qui gèrent tout, et ben on change de banque. Si vous êtes à une banque qui, comme BNP Paribas, qui est en train de bousiller l'Amazonie, l'autre Société Générale qui bousille l'Indonésie, est-ce que tu peux aller tout de suite à la question? La question, c'est de savoir
comment on va s'y prendre pour se débarrasser de ça? Comment les gens peuvent s'y prendre? Daniel. Je crois que ce qu'il faut vraiment, enfin je pense qu'il faut vraiment fixer, ce sont le cadre, si vous voulez, dans lequel on veut travailler entre Bretons, en Bretagne. Il faut fixer un cadre. Le cadre est déjà très compliqué. Je parlais des pesticides par exemple, c'est un cadre difficile. Mais il ne faut surtout pas, je crois, avoir des idées très précises, c'est-à-dire des solutions précises. Le contenu, il est mis au débat des citoyens pour arriver à l'objectif. Si d'aventure, les Bretons, ce qui m'étonnerait, quittent le cadre, il y en a qui disent, bon, ben, on ne rentre pas dans le cadre politique, fixé, ils ont le droit. Hein, ils peuvent revenir à tout moment travailler avec nous sur le cadre. Mais c'est ça qui est extrêmement important. Sinon, nous engageons, si vous voulez, nous allons donner des leçons, en fait, aux Bretons. Et ça ne passe pas, ça, si vous voulez. Quand j'ai voulu, dans ma petite commune, mettre une cantine 100% bio, on a pris un cadre. Le cadre était très précis. La cantine sera 100% bio. Mais on n'a surtout pas eu aucune idée d'aucune sorte, ça tombait bien parce qu'on n'en avait pas, pour voir comment nous allons y arriver. Si quelqu'un disait, bon ben, on peut faire un menu bio de temps en temps, on peut faire peut-être la semaine du bio, etc. On lui dit non, il sortait du cadre. Il pouvait revenir à tout moment, bien sûr, mais il sortait du cadre. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, si vous voulez, nous avons réussi à faire sens et à faire société et à faire le projet. Parce qu'autrement, s'il y a une autre chose à rompre, coûte que coûte, et ça c'est très dur pour les hommes politiques, c'est rompre avec cette notion technocratique et l'acculturation. Il faut d'abord former le public avant, il faut lui faire prendre conscience d'eux, il faut le sensibiliser à. Donc on vise le public, hein, il faut toucher le public, viser le public, toucher couler. Donc il faut faire attention à ces notions-là qui portent en elles l'idée que nous avons des solutions politiques, que nous allons les proposer, que nous allons les réaliser. Et ça ne fonctionne plus du tout dans la société aujourd'hui. Il faut poser un cadre, un objectif, et arriver à travailler donc le contenu réel, concret, avec les gens, parce que là, les gens ont plein d'idées. Et c'est renoncer, pour le coup, aussi, à ce que Pierre Bourdieu aurait appelé la violence symbolique, c'est-à-dire cette façon que l'on a, les élus, que peuvent avoir les élus, d'expliquer aux gens comment il faut vivre, comment il faut penser, qu'est-ce qu'il faut décider. Si vous faites une cantine 100% bio et que vous avez le malheur de faire une réunion d'acculturation avant, qu'est-ce que vous signifiez aux gens? Vous signifiez aux gens que vous vous occupez bien de leurs enfants, mais eux, est-ce qu'ils le font? Donc ils vivent ça très mal, c'est la violence symbolique telle que l'appellerait Bourdieu, probablement, et qui nous rejette, qui fait qu'il y a un rejet du politique, parce que les gens vivent mal donner ces leçons, vivent mal cette appropriation des choses par le politique, alors qu'il suffit, comme je l'ai dit 3 fois déjà ici, dire fixer un cadre, mais surtout pas le contenu. Par exemple, nous avions une cuisinière dans notre petite cantine, je prends des exemples concrets exprès, hein. Ça fait 20 ans qu'elle était là. 20 ans qu'elle est là, et on lui dit, ben maintenant, Colette, vous allez faire du bio, 100% bio. C'est vachement violent pour elle, parce qu'elle peut imaginer légitimement que peut-être pendant 20 ans, elle n'a pas fait, si vous voulez, ce qu'il fallait. Donc, il a fallu trouver des stratégies toutes simples, mais des stratégies des gens. C'est un peu ça le régionalisme, c'est on part des gens et pas d'autre chose que des gens. Et ben, on s'est aperçu, si vous êtes discussion en discussion, qu'elle était une spécialiste du rôti de porc au pruneau. Bon. Donc on a fait du rôti de porc bio au pruneau bio. Vous voyez, il n'y a pas de quoi en faire un plat. Et encore moins une réunion publique. Donc, faire attention à cette acculturation, c'est une pathologie de la technocratie aujourd'hui qui veut précéder toute décision politique de sensibilisation à la question. Et ça, c'est absolument infernal, alors que les gens sont extrêmement savants dès qu'il s'agit de faire, dès qu'il s'agit de réaliser, dès qu'il s'agit de participer à des choses extrêmement pragmatiques pour leur vie ordinaire. Question? Non, je vois le... Je sais pas, je t'ai vu d'abord, donc je te prends. Un micro, là. Vous avez vu il n'y a pas très longtemps sur une télévision à une émission du matin. Vous avez fait une très belle intervention. Il y a une géographe. On n'entend pas. Il arrive. Vous l'avez montré.
Je disais, oui, il y avait un géographe du nord de la France, j'ai oublié son nom, qui était venu vous donner la réplique. Et une expression particulière m'avait frappé. Elle avait dit « Il ne faudrait pas oublier la vocation nourricière de la Bretagne ». Et cette expression tenue dans la bouche d'une géographe qui travaille à Paris m'a fait prendre conscience que eux-mêmes, à Paris, ils en sont très très conscients de cette vocation nourricière. Hein. Tout à l'heure, M. Olivier parlait du fait qu'on se laisse peut-être un peu trop marcher sur les pieds. Qu'est-ce que vous, à titre personnel, vous pensez du moyen d'action de la Bretagne, de l'agriculture bretonne, pour obtenir un certain nombre de revendications locales, notamment via la transformation de ce modèle agricole ultra-productiviste. Tu peux aller vers la question, s'il te plaît. Et je suis en train d'imposer, en fait. D'accord. Donc il faut écouter, quoi. Notamment via la transformation de ce modèle agricole ultra-productiviste et sa reconversion vers une agriculture plus autonome, plus proche des citoyens de Bretagne. Merci. Donc tout le monde aura bien compris que je suis du côté des paysans, pas de la FNSEA, ce qui n'est pas du tout la même chose. Cette question d'être journaliste était la suivante, c'est-à-dire, ne pensez-vous pas, monsieur le maire, qu'avec vos arrêtés anti-pesticides, ce ne sont pas des arrêtés anti-pesticides, c'est des arrêtés d'éloignement des pesticides des habitations d'une petite commune, l'exode rural va revenir, quel soit. Et Paris va être affamé. Bon, Paris affamé, on s'en fout. Mais l'exode rural, hein, c'est quelque chose de revenir à ces notions-là. Madame Lambert, à CNews, avec moi, devant moi, me dit, bon, mais les 150 mètres là, de pesticides, les ronces vont revenir, les rats vont revenir, les sangliers vont attaquer les populations. On a du lourd, hein. À une question d'un journaliste, mais quand même, regardez là les élevages porcins, c'est terrible, les porcs, les ratasser sur les uns et sur les autres. Il y avait des images qui passaient à la télé, et regardez ça, puis de l'autre côté, il y avait des porcs en liberté, etc. Vous savez ce qu'elles sortent? Enfin, c'est pareil pour les êtres humains. Il y en a qui vivent en HLM, serrés les uns sur les autres, et d'autres qui vivent un peu mieux. On a du lourd. Madame la maire, on a du lourd. Madame la maire de Savigny-le-Temple, qui est pas en Bretagne, qui voit arriver 150 tracteurs devant sa petite commune avec des palettes en disant « Madame la maire, vous suspendez votre arrêté ou nous mettons le feu à la mairie. » Bon, ça on a l'habitude, mais ça permet de faire refaire la mairie. Mais il y a aussi des arguments du style « Dans les 150 mètres là, les Romanichels vont s'installer. » Et cette mère qui était prise dans sa mairie, mise sur des palettes, elle a suspendu l'arrêté pendant une demi-heure. Le temps qu'ils partent, elle a repris l'arrêté. Elle a repris l'arrêté immédiatement. Donc vous voyez qu'il y a des choses à mettre au clair avec les Bretons, c'est-à-dire qu'effectivement, si on dit que c'est une agriculture sans pesticides, c'est un challenge. Moi, je suis persuadé que l'agroalimentaire va suivre. L'agroalimentaire va suivre, parce que ce que nous savons aujourd'hui sur les pesticides, ce qui nous est caché par l'État, par l'ANSES, c'est extrêmement gravissime pour la santé publique. C'est extrêmement gravissime. Et donc, il va falloir que l'on bouge là-dessus. Et la région Bretagne a des capacités très fortes de réaction, très fortes d'anticipation. Elle a une capacité à réagir. Elle a su le faire après la guerre. Elle a su moderniser son agriculture. Je rappelle toujours ici la phrase, enfin le livre d'Edgar Pisani, Le vieil homme et la terre. Edgar Pisani qui a été le premier des ministres de l'agriculture du général de Gaulle et qui dit dans ce bouquin, et il y a un documentaire également, qui dit voilà, on est allé trop loin, l'État a décidé d'en haut beaucoup de choses et on est allé trop loin, on aurait dû arrêter au moment où on a réussi à nourrir la population française et participer à la nourriture de la population européenne. Mais on a continué avec des logiques industrielles, en fait, des logiques de pesticides. Parce qu'il faut savoir que nous aurons les agriculteurs avec nous. C'est sûr, pas la FNSEA. Parce que la FNSEA est à la tête des coopératives qui, justement, vendent des pesticides. Mais nous aurons les agriculteurs avec nous parce que les agriculteurs ne s'en sortent pas aujourd'hui. Les agriculteurs sont en difficulté. Et c'est parce qu'on aura un projet régional qui les sortira de ces difficultés, via la sortie des pesticides, entre autres,
que nous pourrons faire un vrai challenge régional, en tout cas au niveau de la région Bretagne, ça vaut le coup d'essayer. Merci, merci d'avoir fait quasiment un aller-retour.